En 1937, un nouveau gouverneur arrive à Hanoï. 3 ans plus tard, l'Indochine est entraînée dans un conflit qui se poursuivra jusqu'en 1975. C'est ainsi que le Vietnam, ce petit pays lointain, va entrer dans l'histoire. En 1940, profitant de la capitulation française face à l'Allemagne, les Japonais envahissent l'Indochine. Privés du support de la France, les troupes françaises sont impuissantes face aux attaques de l'armée nippone, puissante et agressive, appuyée par son aviation et sa marine. Les forces françaises sont moins nombreuses et moins bien armées. Les troupes sont souvent originaires d'autres colonies. L'Indochine, désormais sous le contrôle de Vichy, capitule immédiatement et collabore avec l'ennemi. La France continue à diriger le pays sous la tutelle de nouveaux maîtres. Le Japon convoite les richesses de l'Indochine, caoutchouc, charbon, riz et maïs, qui serviront à alimenter sa machine de guerre. Le Japon veut utiliser ce pays comme base pour sa guerre expansionniste en direction de la Chine au nord et de la Birmanie, l'Inde, l'Australie et le reste du Pacifique au sud. Les Japonais veulent chasser les puissances coloniales européennes de cette région qu'ils briguent. Sous couvert d'une campagne de lutte contre l'impérialisme occidental, il occupe l'Indochine, qui devient, comme la plupart des territoires occupés, un membre de la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Cette sphère correspond en fait à un empire japonais impitoyable qui pille la richesse agricole et industrielle de l'Indochine. À cause de cette politique, 2 millions de Vietnamiens vont mourir de faim. Les premiers bombardiers américains arrivent dans les années 40, leur objectif étant d'attaquer les positions japonaises. Les avions américains parachutent des vivres et des armes à leurs alliés. Le front de l'indépendance du Vietnam ou Viet Minh qui mène une guérilla contre le Japon. En 1945, alors que des officiers japonais sont arrêtés pour crimes de guerre contre le peuple vietnamien, la situation en Indochine est instable et incertaine. Le nord du Vietnam doit être occupé par l'armée nationaliste chinoise, mais les Japonais ont déjà été désarmés par le Viet Minh et remplacés par un gouvernement provisoire composé de communistes Viet Minh à Hanoï sous l'autorité de Ho Chi Minh. Le pays est divisé. Au sud, les forces britanniques s'installent à Saïgon. Mais cette division territoriale temporaire sera finalement maintenue et sera plus tard à l'origine de la guerre. Dans le sud, les Anglais sont peu nombreux et les Français trop affaiblis pour agir. Les soldats du Mikado, qui occupaient l'Indochine, sont réarmés et utilisés comme agents de police par les forces britanniques. Dans les rues de Saïgon, les Britanniques font face à l'hostilité Viet Minh qui se traduit par des banderoles appelant à une politique d'agitation et réclamant l'unification et l'indépendance du pays. Les Français jugent qu'ils doivent rétablir leur autorité en Indochine. Ils commencent à lancer des opérations et à rétablir leur contrôle. Alors que se restaure la domination française, de plus en plus de soldats reviennent dans le pays. La France reconnaît l'existence d'une république vietnamienne indépendante au sein de l'Union française. Elle est libre de gérer les affaires internes, mais la France décide de la politique extérieure et économique et s'octroie le droit de stationner ses troupes sur le territoire. Ho Chi Minh accepte ces conditions pour se débarrasser de l'emprise chinoise. Mais les Français n'ont en fait aucune intention de quitter l'Indochine. Le nombre de soldats ne cesse d'augmenter et les tensions s'aggravent entre les Français et le Viet Minh. Au cours de leur défilé dans Hanoï, les forces françaises donnent une impression de discipline et de force. Cependant, la fierté des soldats masque l'entêtement et la réticence du gouvernement à percevoir la réalité de la position française dans le monde de l'après-guerre.
Le déploiement de ces forces répond forcément à un objectif. Mais elles ne sont pas suffisamment puissantes pour impressionner, attaquer et vaincre le Viet Minh. La France, qui commence seulement à se remettre de la Seconde Guerre mondiale, n'a plus la stature d'une puissance coloniale. Mais quelles sont ses motivations? Pourquoi veut-elle à tout prix reprendre le contrôle du pays? Le général de Gaulle, fidèle à son patriotisme, veut restaurer la grandeur de la France. Au cours de la guerre, il a toujours voulu être traité à l'égal des grands. De Gaulle a beaucoup de partisans. La plupart des Français souhaitent un retour à la normale et veulent croire que la France est toujours à la tête d'un empire colonial. L'Indochine est le joyau de l'empire colonial français, une province extrêmement riche aux multiples ressources. L'intérêt de la France ne se limite donc pas à la simple extension de son empire colonial jusqu'en Asie. Fin 1946, des échauffourées éclatent entre les troupes françaises et le Viet Minh qui conduisent à la guerre totale déclarée par Ho Chi Minh. Celui-ci se réfugie près de la frontière chinoise. Les Français veulent en finir rapidement. Ils planifient des stratégies qui ont fait leurs preuves et tentent une nouvelle version de la guerre éclair qui avait anéanti l'Europe. Les bombardements aériens apportent un soutien aux percées et aux mouvements en tenaille des colonnes de blindés et des parachutistes lâchés derrière les lignes ennemies. En Europe, en 1940, ces tactiques avaient entraîné la capitulation de grandes armées. Mais sur ce terrain difficile, les forces ennemies réussissent à disparaître et à se faufiler entre les tenailles de l'armée française. Cette guerre d'Indochine est surnommée la guerre sans front. Pour les Bodoï, 1947 sera l'année de la défense stratégique. Ils mènent une guérilla sans jamais attaquer de front les forces françaises. À la même époque, un réseau d'espions et d'activistes se développe dans les villages et les campagnes. Afin de consolider ses forces, le Viet Minh endoctrine, éduque et entraîne. Il est impossible pour les Français de savoir si telle ou telle personne est Viet Minh. La France rappelle l'ex-empereur d'Annam, Bao Dai. En effet, elle doit mettre en place une structure politique dans laquelle elle pourra justifier son rôle, renversant ainsi l'histoire. Bao Dai, à la tête d'un gouvernement fantoche, doit gagner l'indépendance de son pays sous la protection française, tout en acceptant cette souveraineté à contre-cœur. Il préfère vivre luxueusement dans le sud de la France et son règne sera ponctué de nombreux exils en Europe. Au cours des premières années de guerre, en 1947 et 1948, respectant les traditions militaires classiques issues de l'époque napoléonienne, les Français organisent des attaques puissantes et agressives contre les positions fortes du Viet Minh. Au cours des 7 années suivantes, les Français tenteront d'affronter l'ennemi dans des batailles décisives. Ils ont de bonnes raisons de vouloir en finir rapidement avec cette guerre. À Paris, la pression en faveur d'une réduction du budget de l'armée est constante. Les communistes français sont opposés à la guerre et la rébellion gronde dans d'autres régions de l'empire colonial français. Les Français veulent éliminer les dirigeants du Viet Minh, détruire leur quartier général et leur plus grosse division. En attaquant de cette manière, la victoire sera forcément décisive. Les victoires remportées lors de ces premières offensives semblent écrasantes. Au cours de cette période, la première phase, 9000 Viet Minh sont tués et une grande partie du territoire est reprise aux communistes. Le réseau de subversion est enfin anéanti. Mais la victoire française au milieu des ruines et de la fumée n'est qu'une illusion. Les Viet Minh, sachant qu'ils ne pourraient pas battre l'ennemi, ont préféré se retirer. Mais alors que les Français se félicitent de leur succès et qu'ils regagnent leur base, les guérilleros attaquent par surprise pour reprendre le contrôle. Après avoir dégagé de grandes zones du pays, les Français ont établi des points d'appui dans le nord pour protéger ces régions et éviter toute infiltration en provenance de la frontière chinoise. Ces camps, ces garnisons isolées, sont maintenant dans une situation précaire, encerclés à l'intérieur même du territoire ennemi.
En 1949, Mao Tse-tung accède au pouvoir en Chine. Ses forces communistes ont vaincu les forces nationalistes chinoises. Les réfugiés nationalistes fuient le nouveau gouvernement communiste et quittent la Chine à bord de radeaux et de bateaux en direction du Vietnam. La Chine communiste est une aubaine pour les Viet Minh. Ils ont à présent un territoire où ils peuvent s'entraîner et se regrouper en toute sécurité. Ils peuvent également acheminer des réserves et leur puissant allié va leur fournir des armes et du matériel. En 1950, quand les Viet Minh lancent leur offensive, ils attaquent les postes fortifiés au nord, positionnés stratégiquement le long de la frontière chinoise. Ces points d'appui sont isolés, loin des bases aériennes, entourés d'une forêt dense. Il n'y a pas de piste d'atterrissage et l'hélicoptère n'est pas encore utilisé à l'époque. Les renforts doivent être parachutés ou acheminés par des convois qui sillonnent des routes de montagnes sinueuses où il est facile de tendre des embuscades. La jungle recouvre presque les pistes. Ces conditions ralentissent les convois et il est difficile de fuir en cas d'attaque. L'un après l'autre, les camps tombent aux mains des Viet Minh. La perte de plus de 6000 soldats dans l'effondrement du Nord porte un terrible coup à l'effort de guerre français et c'est un désastre pour la stratégie française. La frontière chinoise est maintenant totalement ouverte et rien ne peut empêcher l'arrivée des renforts. Les Viet Minh ont plusieurs options. Ils peuvent poursuivre leur attaque à l'ouest maintenant que leurs offensives sont beaucoup plus puissantes. Puisque leurs positions sont stabilisées, les Viet Minh dirigent leurs offensives dans la région du delta du fleuve Rouge, un réseau de cours d'eau au sud et à l'est de Hanoï. Le delta est une position clé sur l'échiquier stratégique de la guerre. En effet, il isole la capitale de la mer d'où arrivent tous les ravitaillements des Français. Le delta est aux mains des Viet Minh et les Français s'engagent dans un combat pour préserver la route du ravitaillement. Tout au long de la guerre, ce delta sera le théâtre de combats incessants, parfois d'une offensive majeure, d'infiltration et d'attaques terroristes. En 1951, l'armée française combat le Viet Minh dans le delta. L'ennemi, comme à son habitude, se disperse. Mais cette victoire n'est qu'une illusion. Les Français poursuivent les Bodoïs dans leur retraite afin de parachever leur triomphe. Mais ils subissent un assaut d'envergure. Les Français résistent bien. Ils répondent par des bombardements aériens et des offensives au sol et tuent plus de 6000 communistes. Les deux camps auraient pu et auraient dû tirer des leçons de ce premier grand affrontement. La guerre serait certainement gagnée par ceux qui sauraient le mieux exploiter le terrain. Mais la France, malgré la puissance matérielle, reste immobile. Les Français bloquent les routes et sont obsédés par les points stratégiques et les camps. Leurs erreurs et leurs faiblesses seront parfaitement bien exploitées par les Viet Minh. Au cours de la première phase de la guerre, les combats sont farouches et les deux camps continuent à renforcer leurs armées. Alors que les communistes endoctrinent la population et s'entraînent en Chine, les Français regroupent leurs forces. Il devient évident que cette guerre s'inscrit dans la guerre froide, c'est pourquoi les États-Unis commencent à fournir du matériel de guerre sophistiqué. Les bateaux déversent un véritable arsenal de matériel militaire, des convois d'armement s'infiltrent dans le pays. Cette concentration d'équipements militaires incite les Français, une fois encore, à tenter de remporter une victoire éclatante et totale qui mettra fin à la guerre. Pour les Français, la victoire doit venir de leur puissance aérienne, le seul véritable avantage de l'armée française. En effet, les Viet Minh n'ont pas d'avions et aucune défense anti-aérienne. Les chasseurs bombardiers attaquent près du sol alors que les bombardiers lourds pilonnent à haute altitude. La bonne résistance des Français face aux offensives Viet Minh, à la fin de 1950, les incite à organiser une offensive dans le delta de la rivière Rouge afin de prévenir les attaques ennemies. Au printemps 1951, les Français sont plus puissants que jamais et portent leur effort dans le delta. Encore une fois, l'offensive est de grande envergure, avec la participation des parachutistes, des blindés et de l'artillerie lourde. Cette fois-ci, les Viet Minh sont pris par surprise. Les combats sont particulièrement violents. Les villages sont détruits, investis, perdus, puis repris.
En plus de ces batailles qui impliquent l'utilisation des canons, on se bat au corps à corps et on tire à bout portant. Au cours de l'une de ces terribles batailles, le général Delattre donne l'ordre à une unité commandée par son fils unique de se battre jusqu'à la mort. Au final, c'est une lourde défaite pour les rebelles. Ils sont maintenant obligés de contre-attaquer. Leur seule solution est d'utiliser de véritables flots humains afin de noyer leur ennemi sous le nombre. Les bombardements au napalm qui visent les nids de mitrailleuses entraînent de grosses pertes chez les Bodoïs. Beaucoup meurent, d'autres se rendent, formant de longues colonnes de prisonniers. Même s'ils ne sont pas décisifs, ces combats sont tout de même des victoires pour les Français. Ils restaurent la confiance et le moral. Même vaincus, les Viet Minh conservent un avantage stratégique. Anéantis dans le delta, ils réussissent néanmoins à lancer des attaques dans les régions montagneuses et boisées, au nord et à l'ouest de Hanoï. Les Français ont à peine le temps d'asseoir leur victoire dans le delta que déjà les camps et les garnisons subissent les assauts ennemis. Pour repousser ces attaques, les Français doivent parachuter leurs dernières réserves pour renforcer leur garnison. Les forces droppées jouent un rôle central au cours de ces opérations françaises car l'hélicoptère n'est pas encore utilisé. Ces parachutages sont le seul moyen d'être mobile rapidement. Mais les paras sont des soldats vulnérables. Ils sont vite à court de réserve et leur sort dépend essentiellement du lieu où ils atterrissent. Le temps des attaques de grande envergure impliquant de nombreux parachutistes est aujourd'hui révolu. Malgré l'implication des deux armées dans la région du Delta, la guerre se transporte dans les forêts montagneuses du nord-ouest. Les deux camps comprennent que c'est dans ces collines que tout va se jouer. En marge de ces grandes batailles dramatiques et désespérées, il y a également des combats de plus petite envergure qui seront baptisés plus tard Commando Recherche et Destruction. Les forces françaises sillonnent le pays afin de débusquer les Viet Minh. Elles arrêtent les activistes et les terroristes en puissance. La marine française va créer une flotte miniature composée de bâtiments légers parcourant les nombreux cours d'eau étroits et peu profonds du pays. C'est une guerre sans la France, une guerre dans laquelle l'ennemi ne porte pas d'uniforme et s'insinue partout. Il est impossible de différencier les ennemis des alliés au sein de la population. La population vietnamienne est épargnée au cours de ces opérations, ce qui est indispensable pour s'assurer de sa loyauté. Dans tout le pays, la guerre est aussi une guerre politique. Il s'agit de gagner le soutien des Vietnamiens. L'infiltration des Bodoïs désavantage les Français sur le champ de bataille. Les forces françaises font de la propagande. Elles fournissent une aide pratique en prodiguant des soins médicaux à la population. Mais il reste néanmoins des étrangers. Et ils ne sont plus là quand les Viet Minh reviennent. En 1951, les officiers français savent qu'ils ont gagné du temps grâce à leur victoire dans le delta de la rivière Rouge. Les Viet Minh ont besoin de se regrouper et peut-être de mettre en place de nouveaux plans pour faire face à la supériorité matérielle des Français. Après avoir été démoralisé, le corps expéditionnaire français réalise maintenant qu'il peut vaincre les Viet Minh, l'incitant à envisager une nouvelle attaque. Les Français décident de prendre l'initiative stratégique et d'attaquer. En mars 1951, les parachutistes sautent sur Hoa Binh. Cette ville est située au nord-ouest. C'est un carrefour par lequel transite le ravitaillement en provenance de Chine et destiné à l'ouest et au sud du pays. Les Français pensent qu'ils pourront installer une garnison dans cette ville afin de couper la voie de ravitaillement des communistes. Ils veulent se servir de Hoa Binh comme appât et sont persuadés que les Viet Minh vont attaquer. La campagne est baptisée Opération Hachoir à viande. Les Français veulent que les Viet Minh soient définitivement anéantis. Une fois encerclés, les Français renforcent la position de leurs parachutistes avec de l'artillerie lourde et des blindés.
Ils construisent plusieurs lignes de fortifications avec tranchées et nids de mitrailleuses. Il y a aussi des pressions politiques qui obligent les forces françaises à tenter des actions pour un triomphe total. À Paris, l'Assemblée nationale vote le déblocage des fonds qui financent cette guerre. Une victoire assurerait le support politique et financier dont les soldats ont tant besoin. Le Congrès américain discute de l'aide qui sera accordée au Vietnam. Les soldats se battent pour obtenir les votes nécessaires en France et aux États-Unis. L'attaque de Hoa Binh est imposante. Elle est menée par des parachutistes, une colonne au sol et par la marine depuis le Mékong. Mais l'assaut est vain. Les Viet Minh se retirent, créant ainsi l'illusion de la victoire pour les Français qui renforcent leurs troupes. La situation de Hoa Binh permet aux Viet Minh d'encercler un grand nombre d'ennemis, de faire venir des renforts et d'infliger une défaite écrasante aux Français. Toutes les forces communistes sont appelées en soutien. Comme cela arrive souvent dans les guerres, le déroulement des événements ne correspond pas au plan des généraux. Les officiers des deux camps pensaient que la bataille se déroulerait dans la ville, mais le front est en fait le long de la voie de ravitaillement. La route coloniale 6 qui relie Hanoï au Mékong. Tous les ravitaillements qui arrivent par la route ou par le fleuve s'exposent aux attaques Viet Minh. Les routes sont entourées de collines et de falaises où les communistes tentent des embuscades. Il en est de même sur le Mékong où la marine française opère avec une flottille de bateaux et de péniches de débarquement. La marine, qui tente d'acheminer du ravitaillement, doit éviter les mines, les tirs d'artillerie et les tireurs embusqués et les commandos amphibies des Viettes. Devinant qu'une victoire ici serait un tournant décisif dans la guerre, les Viet Minh jettent toutes leurs forces dans la bataille. De véritables vagues humaines se lancent à l'assaut, les hommes sont sacrifiés. Dans les scènes rappelant celles de 1916, les Bodoï chargent contre les troupes françaises enterrées dans les tranchées. Ils espèrent remporter la victoire grâce à leur supériorité numérique. Les cadavres des soldats Viet Minh gisent sur les barbelés des lignes françaises. Les troupes Viet Minh entourent les blindés français, les soldats meurent écrasés sous les chenilles, déchiquetés par les canons qui tirent à bout portant. Ils sont prêts à mourir pour prendre les blindés d'assaut et balancer des grenades directement dans le fût des canons. L'avantage, dans ces combats sanglants, oscille entre les deux camps. Ils cèdent et regagnent du terrain, jour après jour, heure après heure. Les avant-postes qui protègent les voies de ravitaillement le long du fleuve et de la route sont détruits. Les Viet Minh feignent de se replier avant de tenter à nouveau l'assaut du fort. L'infanterie française doit régulièrement intervenir et engager des combats brutaux contre ses ennemis. Les Viet Minh installent leur artillerie de montagne sur les hauteurs qui surplombent Hoa Binh et commencent à pilonner les pistes d'atterrissage. Les blessés ne peuvent pas être évacués de l'enfer de Hoa Binh. La bataille de Hoa Binh s'étend tout au long de la route coloniale 6. Les colonnes de renforts qui arrivent de la capitale sont assaillies et s'enlisent dans des combats à mort. Ces 40 kilomètres de route vont devenir un véritable calvaire pour l'armée française. Il faut se battre pour chaque mètre carré. C'est une véritable hécatombe pour les forces françaises. Le déroulement de l'opération Hachoir à viande va ironiquement s'inverser alors que de plus en plus de forces françaises se joignent à la bataille. Hoa Binh est évacué début 52. La retraite française le long du fleuve et de la route va se transformer en une véritable boucherie. Les troupes mènent un combat d'arrière-garde désespéré contre les sections d'assaut Viet Minh. À Hoa Binh, les deux camps ont essayé de remporter une victoire décisive. Ce coup de grâce espéré par les deux ennemis s'est transformé en guerre d'usure sanglante. Les Français et les Vietnamiens venaient de recevoir une leçon. Seuls les communistes allaient la retenir.
Les combats à Ohabin ont monopolisé les troupes d'élite des forces françaises, les unités les plus mobiles, affaiblissant ainsi le corps expéditionnaire dans d'autres régions. En retenant les soldats français au nord-ouest, les Viet Minh se dirigent facilement vers le sud pour attaquer le delta du fleuve Rouge. Tout au long de 1952, une série de petites actions, telles que l'attaque des pistes d'atterrissage ou l'incendie des villages, va épuiser les ressources des troupes françaises. Ces combats incessants, les pertes constantes engendrent le sentiment que cette guerre pourrait durer des années. Elle a commencé il y a 5 ans et elle accentue les souffrances issues de la Seconde Guerre mondiale. C'est un flot incessant de morts, de pertes et de souffrances. On qualifie souvent ces combats d'opérations de nettoyage. Il faut en effet réduire le nombre de soldats. En 1952, alors que les combats font toujours rage et que les accrochages continuent entre les deux camps, les Viet Minh se préparent à une nouvelle étape de la guerre. Ils sont persuadés que le meilleur moyen de vaincre les impérialistes est de les attirer dans les collines boisées du nord-ouest. Cette stratégie doit les mener dans les montagnes, à l'intérieur des terres, encore plus loin que Ohabin. En novembre 1952, les Français réagissent au mouvement des Viet Minh en attaquant au nord-ouest avec des parachutistes et le soutien des forces aériennes. L'opération Lorraine est une nouvelle tentative pour couper les voies de ravitaillement. Au cours de ces combats incessants, les Français s'enfoncent de plus en plus au nord-ouest. La piste d'atterrissage de Nha San est attaquée. Cette provocation a pour but, encore une fois, d'attirer les Français. Au fil des opérations, les soldats se retrouvent de plus en plus enchevêtrés dans la jungle. Les combats se déroulent sur des terrains de moins en moins praticables. Il faut parcourir des dizaines de kilomètres sur des pistes dangereuses. Ces scènes sont une répétition des futurs événements qui vont bientôt se dérouler au Vietnam. L'aviation française pilonne la jungle et les montagnes. De très importants bombardements visent les voies de ravitaillement des Viet Minh. Un réseau de routes étroites et difficiles qui s'enfonce dans les paysages sauvages du pays. Cette stratégie vise à détruire le cœur des villes industrielles. Larguées à haute altitude, les bombes détruisent les pistes et les sentiers sillonnés par les Viet Minh. Ces bombardements massifs sont imprécis. Trop souvent, ils manquent leur cible. La France ne va pas perdre la guerre parce que son armée est incompétente. C'est une armée européenne. Elle est équipée pour se battre sur un théâtre européen contre un ennemi qui lui ressemble. Ho Chi Minh se vantera plus tard de ne pas avoir perdu un seul char au cours de la guerre. En fait, il n'en possédait aucun. Les armées des pays occidentaux qui gagnent des guerres telles que celle d'Indochine sont celles qui s'adaptent à leur environnement. Elles utilisent des armes et des stratégies qui non seulement correspondent à la topographie, mais également à la mentalité des habitants. L'armée ne doit pas utiliser de puissants véhicules, mais plutôt apprivoiser cette nature sauvage et gagner la confiance des habitants, apprendre à se battre comme ses ennemis.
Dès la fin de 1952, le commandement Viet Minh connaît parfaitement les tactiques et la stratégie française. En 1953, les Viet Minh savent donc très bien comment réagiront les Français face à leurs manœuvres. Combat après combat, les Français subissent des actions qui les mèneront finalement à un véritable désastre dans le nord-ouest du pays. La stratégie consiste à attirer les troupes françaises loin de leur voie de ravitaillement. Elle va également endiguer les raids aériens qui ont fait tant de victimes Viet Minh au début du conflit. Les Français sont maintenant une cible facile et vulnérable. Au printemps 1953, la stratégie rebelle commence à se dévoiler. Les Viet Minh étendent la guerre en s'attaquant à un pays voisin, le Laos. Pour la plupart des paysans laotiens, comme au Vietnam, le communisme semble être la seule solution après la domination coloniale. Ces attaques posent encore plus de problèmes stratégiques aux troupes françaises. Les soldats, qui sont déjà extrêmement déployés, doivent couvrir un terrain de plus en plus grand. La guerre sans la France ouvre encore un autre front. Les Viet Minh continuent à se retirer face aux contre-attaques françaises. Le terrain libéré doit être occupé par de nouvelles troupes et il faut acheminer les ravitaillements. Le 20 mars 1953, les Français s'emparent d'une ville dans le nord-ouest du Vietnam. C'est un point important coupant les voies de ravitaillement en direction du sud et de l'ouest. Cette ville, située à la frontière entre le Vietnam et le Laos, c'est Dien Bien Phu. La guerre doit se terminer à Dien Bien Phu. Le traité de paix est déjà en préparation à Genève. Les grandes puissances se réunissent au cours d'une conférence. L'URSS, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France rencontrent les Viet Minh afin de décider de l'avenir de leur pays. À Dien Bien Phu, les Français continuent de croire qu'ils pourront mettre en place le même plan qui avait tourné au cauchemar à Ho Ha Binh. Cette place doit être un camp retranché invincible, un appât pour attirer les Viet Minh et transformer cette bataille en une victoire décisive pour les Français. La bourgade de Dien Bien Phu est située dans une cuvette et s'étend sur un grand périmètre. Il y a plusieurs camps et 2 pistes d'atterrissage. Les Français construisent d'énormes fortifications. Pour les Viet Minh, c'est à la fois une menace et une opportunité. Si les Français gagnent, l'ennemi aura été attaqué dans son fief. Mais s'ils sont vaincus, la chute de Dien Bien Phu mettra un terme au conflit, car elle anéantira la volonté française de continuer la guerre et la volonté américaine de la financer. Les troupes françaises sont composées de 12 bataillons d'infanterie, et pour se défendre, ils disposent de nombreuses armes, de blindés, et bénéficient d'une couverture aérienne permanente. Le moral est bon et l'armée se sent invincible, mais cette assurance française est totalement inconsciente. Quand les Viet Minh lancent l'assaut, les Français ignorent que leurs ennemis ont envahi les collines boisées qui entourent leur forteresse. Les tirs arrivent de tous les côtés. Les Français sont encerclés par 40 000 soldats Viet Minh. Il s'agit sans doute des 25 000 porteurs qui ont acheminé les ravitaillements à pied le long des sentiers recouverts par la jungle. Mais le coup le plus dur pour les Français est donné par l'artillerie Viet Minh. Les canons français sont arrivés par les airs, mais les Viet Minh ont démonté leurs armes et transporté chacune des pièces jusqu'à leur position stratégique, surplombant la cuvette de Dien Bien Phu, une prouesse qui semblait impossible. Les assiégeants sont cachés dans des positions invisibles depuis les airs et depuis la vallée. Les Français n'ont rien soupçonné avant de se retrouver sous les tirs ennemis. Ils ignorent
qu'ils sont moins nombreux et moins bien armés. Les Viet Minh ouvrent le feu le 10 mars. Les premières cibles de l'artillerie sont les 2 pistes d'atterrissage. Si celles-ci sont rendues inutilisables, les Français seront forcés de se rendre. Ils tentent de répliquer, mais l'artillerie ennemie est trop bien camouflée pour craindre ces tirs. Les attaques aériennes sont également vaines. Sous ce mitraillage incessant, les Viet Minh envoient des escouades de volontaires prêts à mourir pour enjamber les fils barbelés des camps. 3 jours après le début du combat, le premier avant-poste de Dien Bien Phu capitule. Les 2 pistes d'atterrissage sont fermées et les ravitaillements doivent être parachutés. Appliquant les techniques d'un siège à l'ancienne, les Viet Minh creusent des tranchées vers les lignes françaises. Chaque nuit, les Français les entendent. Ils se rapprochent progressivement. Il n'y a aucun répit. Il est impossible d'évacuer les blessés et les assaillants, impitoyables, mitraillent les avions de transport de la Croix-Rouge. Les pilotes français sont soumis au feu continu des armes automatiques. Le pont aérien sera incapable de jouer un rôle déterminant. Le Viet Minh perd 10 000 hommes au cours du premier mois, et même les meilleurs soldats commencent à vouloir résister aux ordres. Les Français continuent à parachuter des renforts. À la mi-avril, 50 000 soldats Viet Minh entourent les 16 000 soldats français, et plus d'armes encore sont acheminées à travers la jungle. La météo, souvent défavorable, rend l'aviation impuissante et permet aux Bodoi de progresser dans leurs tranchées. Ils sortent du sol à quelques mètres seulement des lignes françaises. Les Français demandent l'aide des États-Unis qui refusent de fournir des bombardiers lourds ou des chasseurs bombardiers, mais proposent l'utilisation de l'arme atomique, proposition rejetée après les objections britanniques. La bataille se termine le 7 mai. Après une dernière semaine de combats féroces, les Français se sont battus jusqu'au bout. 7 000 soldats français sont morts, 8 000 sont faits prisonniers. Les Viet Minh, qui accordent très peu d'importance à la vie de leurs soldats, ont perdu environ 8 000 hommes et comptent 25 000 blessés. Le combat engagé par les Français était-il un acte de folie ? Une opération vouée à l'échec? La stratégie était bonne, mais l'évaluation de la situation était totalement erronée. Ils n'ont pas pensé. Ils ne concevaient pas qu'une telle concentration de forces révolutionnaires était possible. Dien Bien Phu anéantit la volonté française et ébranle la société tout entière. À l'annonce de la défaite, des émeutes et des manifestations envahissent les rues de Paris. Le peuple critique la conduite de cette guerre. Les hommes politiques que l'on considère responsables de cette défaite sont conspués. Des voix s'élèvent pour demander le retour de Gaulle. Cette bataille est plus qu'une défaite militaire. C'est la fin de la volonté française de poursuivre le combat. La guerre va d'ailleurs se terminer très rapidement. Ce cuisant échec ébranle un peu plus la structure des grandes puissances européennes, alors que leurs empires coloniaux sont en train de s'effondrer. Mais la guerre n'est pas terminée. Il y aura d'autres combats, d'autres morts. Le moral des troupes est au plus bas, et les soldats sont anéantis par le choc de la défaite dans l'Ouest. Les combats dans le delta du fleuve Rouge dégénèrent en une véritable mêlée où les Français affrontent 80 000 soldats Viet Minh. Les accords de paix vont mettre fin à cette agonie. Après le désastre de Dien Bien Phu, la conférence de Genève se termine rapidement par la signature d'un traité de paix. La France doit abandonner sa colonie. Ses troupes doivent évacuer. Le gouvernement d'Ho Chi Minh est reconnu. Les prisonniers doivent être libérés. Suite aux accords de Genève, le Vietnam doit être partagé temporairement en 2 États séparés par le 17e parallèle. Le nord, sous gouvernement communiste, dirigé par Ho Chi Minh. Le sud, capitale Saigon, a pour chef d'État l'ex-empereur Bao Dai.
Tout au long de cette guerre sanglante, le Sud a été épargné par la violence et le communisme endigué. Le traité prévoit qu'il y aura une période de libre circulation de la population pendant laquelle les Vietnamiens seront libres de choisir dans quelle partie du pays ils souhaitent vivre. Les États-Unis souhaitent que l'État du Sud les aide à contenir les Rouges. Au plus grand étonnement des Viet Minh, les Chinois soutiennent cette position. Ils souhaitent que le Vietnam reste un pays faible, divisé et dépendant. Les accords de Genève prévoient un référendum en vue d'une réunification des deux parties du Vietnam en 1956. Mais l'histoire nous a déjà démontré que les guerres doivent se terminer de manière franche et définitive. Un accord de paix qui ne répond pas à toutes les questions et qui ne règle pas l'ensemble des problèmes risque d'être à l'origine d'un nouveau conflit. Malgré la victoire écrasante des Viet Minh à Dien Bien Phu, les accords de Genève laissent de nombreux problèmes en suspens. La fièvre communiste s'est emparée de Hanoï qui est déchirée par des manifestations contre la partition. Les communistes refusent cette division et la création d'un État rival au Sud, soutenu par les États-Unis. C'est dans cette agitation que vont germer les graines du conflit à venir. Au printemps, l'échange des prisonniers a lieu. Les visages bien nourris des Viet Minh jurent avec l'état pitoyable des soldats français, dont certains sont de véritables squelettes engluants. Après avoir survécu dans des conditions de détention inhumaines, la moitié des prisonniers de la dernière bataille sont morts en captivité. Les Vietnamiens qui arrivent à Hanoï sont les premiers d'une grande vague de réfugiés obligés de fuir à cause de la guerre. Il n'y a aucun futur pour eux dans ce nouveau Vietnam. Les accords de Genève prévoient une période de 90 jours pendant laquelle ils seront libres de se déplacer entre les territoires du Nord et du Sud-Vietnam. Pendant cette période, 900 000 personnes vont quitter le Nord. La plupart sont catholiques et redoutent les persécutions. Le flot de la misère humaine se déverse sur les routes. Les familles s'accrochent au reste de leur ancienne vie, utilisant tous les moyens possibles pour fuir le nouvel État communiste. Les seules personnes qui partent au nord sont les guérilleros et les activistes Viet Minh appelés à quitter le Sud. Alors qu'une grande partie de la population fuit l'État communiste du Nord, les Viet Minh tentent de stopper l'exode. Quant aux forces françaises, elles commencent à quitter le pays. Les visages des soldats qui reflètent la joie et le soulagement traduisent aussi la honte de l'échec d'une puissance européenne. Ils représentent la défaite, une humiliation nationale et le retrait de l'Empire. L'armée et la nation tout entière ne comprennent pas pourquoi elles ont été battues par une nation de paysans. Le défilé des soldats est la dernière parade d'une époque révolue. Les fiers soldats Viet Minh se battent pour un État communiste. Faisant écho aux révolutions chinoises et soviétiques, des attaques sanglantes sont menées dans les campagnes contre les fermes. Environ 100 000 propriétaires fonciers sont assassinés et l'agriculture est collectivisée de force. L'idéologie communiste que véhiculent les soldats est celle d'une lutte perpétuelle. Dans le Sud, le flot incessant de boat people se dirige vers un avenir incertain. Le pays dans lequel ils se rendent a été créé en réponse au communisme. C'est un endroit où se réfugient ceux qui craignent ou qui n'espèrent rien de ce nouvel ordre. Mais les Viet Minh essaient déjà d'infiltrer des activistes communistes parmi les pauvres, les sans-abri et les déshérités, afin d'essayer de déstabiliser l'État du Sud. Alors que l'heure de la division et de la fermeture des frontières entre les deux États approche, de plus en plus de gens se ruent hors du pays pour fuir le nouvel ordre qui s'installe. Le Nord-Vietnam va se transformer en un État isolé, interdisant à ses ressortissants d'en sortir. Le Vietnam communiste devient un État stalinien, où la lutte perpétuelle, le combat incessant contre les étrangers, la lutte pour une révolution encore plus en profondeur sont utilisés pour anéantir et éliminer la volonté ou les aspirations des individus et pour justifier les décisions sévères et austères. Les derniers soldats français évacuent le 9 octobre 1954, en bon ordre, dans la discipline. Les livres d'histoire et la postérité se souviendront d'eux.
Mais l'histoire du Vietnam est loin d'être finie. Dans le Sud, les communistes mènent des campagnes de protestation et font de l'agitation politique. Ils manifestent contre la division du pays et demandent sa réunification. Ces protestations se transforment parfois en actes violents, au cours desquels les symboles de la domination et de l'impérialisme occidental sont attaqués. C'est le résultat navrant des accords de Genève. En effet, la protestation qui gronde dans les rues du Sud-Vietnam s'appuie sur des griefs justifiés. Le Vietnam du Sud est devenu un État après les accords, mais il n'a pas de véritable fondation démocratique, ni le pouvoir ou les institutions qui définissent un véritable État libre. Sans les bases de la démocratie, il est impossible pour le Sud de lutter contre les subversions et le terrorisme communiste. Ces faiblesses politiques sont compensées par la cession de grandes quantités de matériel militaire. Les soldats du Sud-Vietnam sont armés, habillés et entraînés. Ils apprennent à utiliser les mêmes tactiques et les mêmes armes qui ont conduit les forces françaises au désastre. La vision du monde communiste est celle d'un combat permanent, d'une lutte incessante pour la révolution. Alors que l'on vient de trouver un accord pour le sud du Vietnam, des combats et des agitations commencent au sud-est du Laos. Les gouvernements occidentaux pensent à la théorie des dominos et craignent l'avancée du communisme. La chute d'un pays aux mains des Rouges provoquant la chute d'un pays voisin. Ces attaques au Laos sont une nouvelle étape pour les communistes qui veulent contrôler toute la région. Ça n'est pas de la paranoïa, mais une idéologie qui cherche à se développer. Et en combattant ses ennemis extérieurs, le communisme dissimule ses propres tares. Le gouvernement du Sud-Vietnam est remis à Ngoc Dien Diem, un homme à poigne, anticommuniste. Il est choisi pour faire barrage au péril rouge. Diem est censé être le chef du gouvernement, le deuxième homme de l'État après l'empereur Bao Dai, qui une fois de plus vient jouer les figurants dans l'histoire de son pays. Diem est au centre d'un système qui favorise le népotisme et la corruption et dans lequel les fils du pouvoir sont tirés par la famille et les amis. L'État de Diem est un État policier. Grâce à une série de votes contestables et d'élections manifestement truquées, Diem dépose Bao Dai et s'arroge un pouvoir dictatorial. Les élections de 1956 ne seront pas organisées. Diem est certain que sa présence en tant qu'allié dans la lutte contre le communisme est plus importante pour les États-Unis que le respect de la démocratie. Le Sud-Vietnam est un peu plus affaibli par des tensions religieuses et culturelles. Diem est issu de l'élite catholique, peu nombreuse, qui domine une société essentiellement bouddhiste. C'est une société où des despotes exercent un pouvoir autoritaire. Madame Nhieu, belle-sœur écotiste de Diem, raille publiquement la majorité non catholique. Les tensions, les instabilités et les faiblesses du Sud-Vietnam vont inévitablement mener à la poursuite de la guerre par les communistes. Les accords de paix ne sont qu'une courte pause dans une histoire qui sera beaucoup plus longue. L'histoire tragique et l'engagement français est de cette tentative acharnée et chimérique de conserver leur colonie, de se cramponner au passé plutôt que de faire face à la réalité et à l'avenir, n'était que le prélude à de futurs événements. Le souvenir de cette guerre d'Indochine est toujours douloureux aujourd'hui. Le cessez-le-feu met fin au débat sur l'origine de cette guerre. Lutte pour l'indépendance du Vietnam ou révolution communiste. La France quitte l'Indochine. L'orientation colonialiste de la guerre a disparu et le combat se durcit avec l'engagement des États-Unis pour qui ce conflit fait partie de la guerre froide. Au cours des combats, la France a perdu 93 000 soldats. Pas seulement des Français, mais aussi des Africains et des Arabes qui portaient l'uniforme français. Il y eut encore plus de morts vietnamiens. Plusieurs centaines de milliers ont disparu au cours de cette première guerre d'Indochine. La victoire Viet Minh sur la France a eu un très gros impact sur le mouvement en faveur de la décolonisation. Après Dien Bien Phu, les puissances armées à la tête des empires coloniaux ne sont plus considérées comme invincibles. Au milieu du XXe siècle, les Européens se croient toujours supérieurs aux autres peuples. Ces idées sont mortes à Dien Bien Phu.
Ceux qui ne comprennent pas l'histoire sont appelés à la revivre. Une des principales leçons de la guerre d'Indochine est que la supériorité matérielle n'est pas toujours suffisante pour remporter la victoire. La victoire Viet Minh a prouvé que la guerre est une extension de la politique, dont l'avantage ne revenait pas aux Français. Avoir l'emprise sur le terrain politique ne signifie pas pour autant avoir le soutien de la population. Les Viet Minh n'étaient donc pas forcément soutenus par la population, mais ils étaient suffisamment puissants et prêts à payer le prix du sacrifice. À l'aube des années 60, alors que l'oncle Ho courtise ses alliés communistes pour en obtenir de l'aide, alors qu'un nouveau président américain promet de tout mettre en œuvre pour s'opposer à ses ennemis et garantir la survie et le triomphe de la liberté, alors que les troupes américaines se préparent à respecter cette promesse au Vietnam et que les Viet Minh sont rebaptisés Viet Cong, les leçons de l'histoire témoignaient du passé et pouvaient mener les soldats à la victoire ou à la défaite.